Ma mère a passé 4 mois à planifier le vol de mon héritage, pour le jour de mes 18 ans. Elle n'avait aucune idée que, dès minuit, j'avais déjà transféré chaque dollar dans un trust. Elle l'a découvert le matin même, devant des crêpes d'anniversaire. Ma mère a souri, en faisant glisser le dossier sur la table du petit déjeuner. 3 crêpes. Des bougies d'anniversaire. Encore fumantes. L'une d'elles penchait sur le côté, dans le beurre. Un dossier en carton jaune, avec mon nom. Légal complet dactylographié sur l'onglet, Queen Ellery Marsh. Elle avait utilisé mon deuxième prénom. Elle ne l'utilisait que lorsqu'elle voulait donner à quelque chose un caractère officiel. Trésor, a-t-elle dit, nous devons parler de cet argent. Mon sang n'a fait qu'un tour. Puis, je me suis rappelé ce que j'avais fait, à minuit 1. J'ai tendu la main vers le dossier. Mon grand-père s'appelait William Marsh. C'était un ingénieur civil à la retraite, qui avait passé 40 ans à concevoir des ponts et des viaducs, à travers les États de la côte atlantique centrale. Durant ces 40 années, il avait investi son salaire, discrètement et régulièrement, dans des fonds indiciels, des actions de premier ordre, et 2 parcelles de terrain dans le centre de la Pennsylvanie, qu'il avait acheté en 1979 pour presque rien, avant de les revendre en 2019. Pour une somme considérablement plus élevée. Il n'était pas riche, du moins pas de la manière dont les gens se l'imaginent. Il conduisait une Honda CR-V. Il découpait des coupons de réduction, des vrais, dans le journal du dimanche, et les rangeait, par date d'expiration, dans un petit trieur à soufflet dans le tiroir de la cuisine. Il a porté la même veste de travail pendant 15 ans, et ne voyait aucune raison de la remplacer. Jusqu'à ce que la fermeture éclair ne lâche, et même alors, il a préféré la faire réparer, plutôt que d'en acheter une neuve. Mais il avait fait des calculs pendant 60 ans, et les intérêts s'étaient accumulés. Lorsqu'il est mort, 18 mois avant mon 18e anniversaire, le trust qu'il avait laissé à mon nom s'élevait à 681 412,90 $. Des fonds indiciels, des actions de premier ordre, et l'argent de la vente des terrains. Tout cela était verrouillé, par une unique condition, je ne pouvais pas y toucher avant d'avoir 18 ans. Il est mort en sachant qu'il ne serait plus là, le jour venu. Avant de mourir, il m'a donné un coffret en cèdre. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Une feuille d'érable séchée, provenant de l'arbre de son jardin. Une photo de nous deux, au Delaware Water Gap, quand j'avais 9 ans. Et une enveloppe scellée. Sur le devant, de sa propre écriture, il avait écrit « Ah. N'ouvrir que si quelque chose te semble anormal avec ta mère, avant ton 18e anniversaire. Appelle immédiatement David Caldwell. » J'ai rangé la boîte au fond de mon placard, sous une pile de vieux annuaires scolaires. Pendant 12 mois, je ne l'ai pas ouverte. Ma mère, Carol Marsh, est une femme qui a toujours vécu avec la certitude que le monde lui devait un certain style de vie, et que les gens qui l'entouraient étaient simplement les instruments les plus efficaces pour le lui procurer. Elle n'est pas fondamentalement mauvaise. Je veux être précise à ce sujet, car la précision est essentielle dans cette histoire. Ce n'est pas une méchante de cinéma. C'est une femme de 43 ans, qui n'a jamais tout à fait obtenu la vie qu'elle estimait méritée, et qui a passé 20 ans à chercher des moyens créatifs de combler l'écart. Elle a rencontré Mark Hollis quand j'avais 14 ans. Mark était un promoteur immobilier. Moyennement prospère, pas riche, mais à l'aise, d'une manière qui inspirait confiance à ceux qui ne regardaient pas de trop près. D'un premier mariage, il avait une fille, Skylar, de 2 ans mon aînée, qui, dès ses 16 ans, était déjà certaine d'aller à l'université de Bucknell, une excellente école qui coûte environ 65 000 $ par an. Ils se sont installés ensemble quand j'avais 15 ans. Il l'a demandé en mariage quand j'en avais 16. Ils étaient fiancés, mais pas encore mariés, une distinction juridique qui allait s'avérer cruciale par la suite.
l'homme en costume gris a commencé à venir 6 mois avant mon anniversaire, tous les mercredis, à 16h30. Il conduisait une Lexus ES 350 gris anthracite, je connais le modèle pour l'avoir cherché, et se garait le long du trottoir, plutôt que dans l'allée. C'est un détail que j'avais remarqué, sans trop savoir pourquoi. Il portait un classeur en cuir avec un fermoir en laiton, et repartait après exactement 75 minutes. Je le sais parce que, la première fois, je faisais mes devoirs dans ma chambre, et j'ai regardé la voiture arriver, puis repartir, en me disant que c'était étrangement précis. Ma mère m'a dit que c'était l'assureur. Puis, le mercredi suivant, un conseiller financier. La semaine d'après, un ami de Marc. L'histoire changeait, mais pas le classeur. L'après-midi où je suis rentré plus tôt, est le moment où l'histoire commence. Vraiment, même si je ne l'ai pleinement compris que plus tard. C'était un mardi de novembre, une demi-journée de cours en raison d'une formation pédagogique des enseignants, ce qui signifiait que j'étais à la maison à 12h45, au lieu de 15h15. Je suis entré par le vestibule, comme toujours, et j'ai entendu la voix de ma mère à travers la porte fermée de la cuisine. Pas les mots, au début, mais juste l'intonation. Ce ton particulier, bas et contrôlé, qu'elle adoptait lorsqu'elle gérait quelque chose qu'elle jugeait important. Je me suis arrêté. Une fois qu'elle aura signé, le reste ne sera que de la paperasse. C'était la voix de Marc. Et si elle hésite? Ma mère a laissé échapper un demi-rire sec. Queen? Elle signera. Elle signe toujours. Je suis resté dans le vestibule, pendant environ 4 secondes, puis j'ai ouvert la porte bruyamment, délibérément, et j'ai crié que j'étais rentré. J'ai entendu le bruit caractéristique de papier que l'on rassemble à la hâte, ce bruissement bien particulier. Je suis entré dans la cuisine. La table était vide. Ma mère se tenait près du comptoir, souriante, une tasse de café à la main. Une journée de neige, hein? Tu veux un chocolat chaud? Une demi-journée, ai-je dit. C'est encore mieux. Elle se tenait les hanches légèrement orientées vers le comptoir, ce qui était inhabituel, et signifiait qu'elle contrôlait son langage corporel, qu'elle avait eu une seconde pour se composer une attitude. Sous son sac à main, poussé dans un coin du plan de travail, dépassait le bord d'un dossier de couleur crème. Avec un en-tête que je ne pouvais déchiffrer que partiellement, brigué à ça. Un chocolat, ce serait parfait, ai-je dit. Je suis monté à l'étage. Je suis resté assis sur mon lit pendant un long moment. Elle signera. Elle signe toujours. J'avais been Queen, la fille facile à vivre. Queen, la tranquille. Queen, celle qui ne pose pas de problème. J'avais joué ce rôle toute ma vie, non pas parce que j'étais passive, mais parce que j'avais compris très tôt que le chemin de moindre résistance permettait de maintenir l'équilibre à la maison, et que cet équilibre avait de la valeur. Assise sur mon lit ce mardi-là, j'ai compris que quelqu'un avait observé mon comportement, et en avait tiré des conclusions sur mon caractère. Ils en avaient déduit que j'étais facilement gérable. Ils allaient bientôt découvrir ce que j'avais réellement fait de tout ce silence. 2 jours plus tard, j'ai ouvert l'enveloppe de mon grand-père sur un banc public, loin de la maison, loin de ma chambre. Je me suis installé sur le banc près de la mare aux canards, à Riverside Park, car j'ignorais ce que contenait cette enveloppe, et je voulais être dans un endroit où je pourrais réfléchir, sans mur pour m'étouffer. La feuille d'érable était toujours dans le coffret en cèdre, avec la photo, et l'enveloppe. J'ai tenu l'enveloppe un instant, observant son écriture sur le recto, cette calligraphie penchée et précise d'un homme qui avait rédigé des spécifications techniques toute sa vie. Je l'ai ouverte. Ma puce. Si tu lis ceci, c'est que ton instinct ne te trompe pas, fais-lui confiance. David Caldwell est mon avocat depuis 30 ans. Il sait tout du trust, tout de mes intentions,
et tout de l'historique financier de ta mère. Remontant jusqu'en 2018. Appelle-le. Tu as le droit de te protéger. Nathan. Pas. Je t'aime plus que tous les chiffres du monde. Grand-père. Il y avait un numéro de téléphone en bas de la page. Imprimé, et non écrit à la main, ce qui signifiait qu'il l'avait tapé à l'ordinateur, puis soigneusement découpé, et collé sur la lettre. Il avait pensé à la possibilité que quelqu'un d'autre voit son écriture et reconnaisse un nom. Il s'était montré prudent. Il avait planifié cela bien avant de s'éteindre. J'ai téléphoné depuis les balançoires, car le banc me semblait trop exposé. Mes mains étaient glacées, de ce froid qui vient de l'intérieur, plutôt que de l'air ambiant. Ma voix est restée stable, ce qui m'a surprise. Maître David Caldwell a décroché à la deuxième sonnerie. J'attendais ton appel, Queen, a-t-il dit. Je veux vous parler de David Caldwell, car c'est grâce à lui que tout ce qui a suivi a été possible, et il mérite amplement d'avoir sa place dans ce récit. Il avait 63 ans, exerçait seul à Harrisburg, et s'occupait de trust et de succession depuis 31 ans. Il était l'avocat de mon grand-père depuis 1994. Il s'était rencontré lorsque mon grand-père était venu rédiger son premier testament, après la naissance de ma mère, ce qui signifie que David Caldwell connaissait ma mère depuis une époque dont elle n'avait elle-même aucun souvenir. Il l'avait observée, pendant 3 décennies, de la manière dont les avocats spécialisés en succession observent les familles de leurs clients, sans intrusion, de façon professionnelle. Avec cette attention particulière qui naît de la certitude que les survivants sont bien souvent la source des complications. Quand mon grand-père lui a parlé pour la première fois du trust qu'il établissait pour moi, David lui a demandé, « Est-ce que Carole est au courant ?» Mon grand-père a répondu, « Pas des détails. » David a alors dit, « Je pense que c'est sage. » Nous nous sommes vus 3 fois au cours du mois précédant mon anniversaire. J'ai dit à ma mère que j'avais des rendez-vous pour les demandes d'aide financière universitaire, ce qui était tout à fait plausible, car nous étions en novembre de ma dernière année de lycée, et tout le monde s'en occupait à ce moment-là. Elle n'a pas posé de questions. Elle était très occupée les mercredis. Lors de ces 3 rendez-vous, David m'a exposé ce qu'il avait découvert. Je vais vous livrer les détails exacts, car ce sont eux qui rendent cette histoire bien réelle. Ma mère travaillait avec un homme nommé Lance Brigg, du cabinet Briguet Associates, spécialisé dans la gestion de patrimoine familial. C'était un avocat inscrit au barreau de Pennsylvanie, mais son dossier comportait déjà 2 blâmes disciplinaires, que David avait découverts en environ 4 minutes de recherche dans les archives publiques. Le premier blâme concernait la présentation trompeuse des termes d'un document à un client âgé. Le second était lié à un mélange de fonds de clients. Il exerçait toujours, mais de justesse. Lance Brigg venait chez moi tous les mercredis, à 16h30, depuis 4 mois. Il avait rédigé 4 versions du même document, toutes datées du 28 février. Jour de mes 18 ans, toutes portant mon nom en en-tête, et toutes conçues pour être signées au moment précis, ou juste après, où le trust devenait accessible. Ce document avait 3 fonctions principales. Premièrement, il faisait de ma mère la cofiduciaire des fonds hérités, lui accordant ainsi un contrôle conjoint sur les distributions. Deuxièmement, il accordait à Marcolis une procuration financière sur les actifs du trust, en cas d'incapacité de ma part ou d'absence prolongée, un terme suffisamment vague pour être utilisé à sa guise. Troisièmement, il transférait une part importante du capital vers une entité appelée Hollis Everett Holdings LLC. J'ai cherché cette société dans le registre du commerce de Pennsylvanie, elle n'avait qu'un seul associé, Mark Hollis, et avait été enregistrée 4 mois plus tôt. À la page 9 de la version 4.3 du document, David avait obtenu les 4 versions par des canaux sur lesquels je n'ai pas posé de questions, et que je ne comprends pas entièrement, mais qui impliquaient un confrère à Harrisburg et la profonde conviction personnelle de David que ce qui se tramait était
profondément injuste, à la page 9 donc, dissimulé dans une sous-section. Intitulé « Dispositions pour le soutien éducatif », figurait « Frais de scolarité pour Skylar Hollis. Université de Bucknell. 65 000 $ par an. Sur 4 ans. Soit 260 000 $ de l'argent de mon grand-père. Pour financer les études de ma demi-sœur. Cet argent ne venait ni de Marc, ni de ma mère. Il provenait du trust de mon grand-père, qu'il avait bâti en 60 ans à concevoir des ponts. Et à découper des coupons de réduction, et qu'il m'avait légué, à moi. Spécifiquement, et à moi seul. Parce que j'étais la petite fille qu'il appelait. Tous les dimanches, qui se souvenait qu'il aimait le citron dans son thé, et qui comprenait la signification de la feuille d'érable, dans le coffret en cèdre. Petite pause. Si vous voulez d'autres histoires de ce genre, de meilleure qualité, mon lien Spotify est dans la description. Lors de notre 3e rendez-vous, assise dans le bureau de David Caldwell. Les yeux fixés sur cette page 9, j'ai ressenti cette froide clarté, si particulière, qui vous envahit lorsque vous observez un détail flou depuis longtemps, et que, soudain, l'image devient parfaitement nette. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» m'a demandé David. J'ai regardé le document. 4 mois de travail. 4 versions. Chacune plus affinée que la précédente. Elle signera. Elle signe toujours. Préparez le mien, ai-je répondu. David l'a baptisé le Margaret Trust, du prénom de ma grand-mère, ce qui était parfait à mes yeux. Le fiduciaire désigné était une entreprise, Midland Trust Service, située à Harrisburg, en Pennsylvanie. Il gérait des trusts irrévocables depuis 32 ans. Leur directrice générale était une femme nommée Patricia Ozay. Elle avait examiné la structure du projet, en avait confirmé la solidité, et s'exprimait exclusivement par des phrases courtes et affirmatives. Ce que j'ai trouvé extrêmement rassurant. Irrévocable. Ce mot était capital. Un trust irrévocable ne peut être ni modifié, ni amendé, ni dissous par le constituant, une fois que les fonds y ont été versés. Dès que l'argent y était, il y restait. Géré de manière permanente par Midland. Soumis indéfiniment aux conditions du trust. Définitivement hors de portée de quiconque. Bénéficiaire, moi, exclusivement. Exclu à tout jamais en tant que bénéficiaire ou fiduciaire, ma mère, Mark Hollis, et Skylar Hollis. J'ai relu la clause d'exclusion 3 fois. À chaque fois, elle disait exactement ce qu'elle devait dire. Nous avons planifié la signature pour minuit pile, le jour de mon anniversaire. David s'est arrangé avec une notaire mobile, une femme nommée Teresa Brock. Forte de 12 années d'expérience en Pennsylvanie, elle avait l'habitude de valider des documents tard le soir pour des avocats spécialisés, et elle s'est connectée sur Zoom à 23h52, depuis ce qui semblait être sa cuisine. Patricia Ozay, de Midland Trust, était en ligne depuis Harrisburg, où il était 21h52 pour elle, un détail qu'elle a mentionné sans le moindre reproche. À 23h59, j'étais dans ma chambre en pyjama, mon ordinateur portable posé sur le bureau, dans le noir complet, à l'exception de la lumière de l'écran. En bas, ma mère et Marc dormaient. Je percevais ce silence si particulier d'une maison à minuit, le ronronnement du chauffage, le murmure du réfrigérateur, et la voix de David qui sortait des haut-parleurs de mon ordinateur. Queen, nous sommes prêts quand tu le seras. Patricia Ozay, Midland étant. Attente. Teresa Brock, prête pour la notarisation. J'ai regardé le champ de signature sur l'écran. Mon nom, qui m'attendait. À minuit 1, je l'ai tapé. Queen Ellery Marsh. Chaque lettre, délibérément. À minuit 3, Patricia a dit, lancement du virement bancaire. J'ai relâché le souffle que je retenais depuis novembre. À minuit 4, transfert confirmé. 681 412,90. Le Margaret Trust est entièrement financé. Irrévocable.
J'ai fermé mon ordinateur portable, et je suis resté assise dans l'obscurité. En bas, ma mère dormait. Dans cette heure, elle ferait glisser un dossier sur la table du petit déjeuner, en souriant. Et elle ne se douterait pas, en faisant ce geste, qu'elle présentait 12 pages de papier mort à quelqu'un qui avait achevé de construire sa réponse, 4 minutes seulement après minuit. Je me suis couché. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait au cours des 6 derniers mois. Les crêpes étaient sa touche personnelle, et je dois lui reconnaître un certain sens de la mise en scène. Elle avait préparé celle que mon grand-père faisait autrefois. Aux myrtilles, préparées maison, avec les bords légèrement dentelés. Comme lorsque la poêle est à la température idéale. Des bougies d'anniversaire. Plantées dedans. 3 bougies. Cela signifiait qu'elle s'était souvenue de ce détail, et qu'elle avait décidé de l'utiliser comme décor, un niveau de calcul que je trouve encore aujourd'hui remarquable. Le dossier était déjà posé sur la table, quand je suis descendu. Pas caché. En évidence. Positionné selon un angle qui disait, c'est là, mais je n'en fais pas. Encore toute une histoire. Elle m'a laissé m'asseoir, me verser un verre de jus d'orange, et profiter de l'ambiance d'anniversaire pendant environ 45 secondes. Puis, elle l'a fait glisser vers moi, avec un sourire. Trésor, nous devons parler de cet argent. J'ai pris le dossier. Je l'ai lu exactement comme David m'avait conseillé de le faire. À deux mains, à un rythme délibéré, en suivant chaque ligne de l'index. Je ne faisais pas semblant de lire attentivement, je le lisais vraiment. Au bout de 2 minutes, j'ai senti que son sourire commençait à se crisper. À 4 minutes, elle a tapoté 2 fois sur sa tasse, le bruit typique d'une personne qui tente de masquer son impatience. En face de moi, Marc est intervenu, Queen, tu n'as pas besoin de lire chaque ligne. J'aime comprendre ce que je signe, ai-je répondu. C'est juste une formalité. De la routine. Mon gars est prêt à le notariser. On peut régler ça avant que. J'ai levé les yeux vers lui. Marc s'est arrêté net. Il y a 1 minute, vous disiez notre avocat. Maintenant, c'est le ton gars. Un silence s'est installé. Ce silence si particulier d'une table, où l'atmosphère vient de basculer. J'ai tourné la page jusqu'à la 5e, vers le paragraphe concernant Hollis Everett Holdings LLC. J'ai posé mon doigt dessous. Maman, qu'est-ce que c'est que Hollis Everett Holdings LLC? Une entité familiale, a-t-elle répondu, en reprenant sa tasse de café. C'est. Pour l'optimisation fiscale, c'est tout à fait classique. Quand a-t-elle été créée? Elle n'a pas répondu. J'ai regardé le bas de la dernière page. Document généré. Le 14 décembre 2025, Briggs et Associates, gestion de patrimoine familial. Version 4.3. 4 mois. 4 versions. J'avais sous les yeux la 4e. J'ai refermé le dossier. J'ai croisé votre avocat au country club, ai-je dit. Lundi soir. Blazer bleu. Marine, salade César. Il avait sa mallette, ce que j'ai trouvé curieux pour un dîner de début de semaine. Skylar dont je n'avais pas encore parlé, car je n'avais pas décidé de ce que je devais dire devant elle a eu une inspiration brusque, un hoquet de surprise. Marc s'est penché en avant. Ne joue pas au plus malin avec nous. Je ne joue pas, ai-je répondu. Je lis. Je l'ai regardé fixement. Mon téléphone s'est éclairé sur la table, l'écran tourné vers le haut pour que tout le monde puisse le voir. 9h03. Maître David. Caldwell. Marc s'est levé à moitié de sa chaise. Ne réponds pas à ça. Je pense que je vais le faire, au contraire. Queen, rassieds-toi. Je l'ai regardé de la manière dont on observe une plaque de verglas dans une allée, avec prudence, et avec cette attention particulière que l'on accorde aux choses qui peuvent provoquer une chute. Puis, j'ai appuyé sur le bouton vert. Haut-parleur. J'ai posé le téléphone à plat sur la table, entre le sirop d'érable et le
Dossier en carton. Bonjour, Queen. La voix de David a résonné dans la cuisine. Chaleureuse. Posée. La voix d'un homme qui faisait ce métier depuis 31 ans, et que rien ne pressait. Joyeux anniversaire. J'espère que je ne vous dérange pas en plein petit déjeuner. Pas du tout, ai-je répondu. Nous étions justement en train de parler d'argent. Un timing parfait, alors. J'ai entendu le bruit d'une page que l'on tourne. Je t'appelle pour te confirmer que le transfert d'actifs dont nous avons parlé a bien été effectué. Le transfert a commencé à minuit 3 et a été confirmé à minuit 4. Le montant total versé est de 681 412,90 $. Le Margaret Trust est désormais actif, irrévocable, et administré par Midland Trust. Service, à Harrisburg. Ta mère, Carol Marsh, ainsi que Mark Hollis et Skylar Hollis, sont définitivement exclus de la liste des bénéficiaires aidés. Fiduciaires, selon les termes inscrits dans l'acte de trust. La fourchette de ma mère a heurté son assiette, un tintement sec et métallique. Le bruit d'un couvert lâché par des mains qui viennent de recevoir une nouvelle, exigeant la mobilisation immédiate de toute leur attention. Les mains de Mark étaient posées à plat sur la table. Sa mâchoire s'agitait, mais aucun son ne sortait. David a poursuivi, sur le même ton, avec la même bienveillance. Une dernière chose dont je voulais t'informer. J'ai déposé une plainte officielle auprès du Conseil de discipline de Pennsylvanie, concernant l'implication de Lance Briggs dans la préparation du document actuellement sur votre table, ainsi que des 3 versions précédentes que nous avons identifiées. La plainte a été déposée lundi matin, et M. Briggs en a été informé hier après-midi, à 16 h. La voix de ma mère s'est fait entendre, à peine audible, vous avez porté plainte contre Briggs. Lundi, oui, a confirmé David. J'imagine qu'il sera assez difficile à joindre aujourd'hui. J'ai regardé le dossier cartonné sur la table. Version 4.3. 12 pages. 4. Mois de mercredi, de Lexus gris anthracite, et de classeur en cuir à fermoiran. Laiton. Un plan qui avait été revu, corrigé, et perfectionné au fil de 3 versions antérieures, se rapprochant un peu plus, à chaque fois, de ce qui pourrait pousser une fille silencieuse à céder l'héritage de son grand-père. Devant des crêpes d'anniversaire. Du papier mort. J'ai regardé ma mère. Elle fixait le dossier, puis le téléphone, puis moi. Et j'ai vu le moment précis où elle a compris quel genre de fille tranquille elle avait élevé. Pas celle qu'on manipule. Pas celle qui signe, sous prétexte qu'elle a toujours signé. Mais plutôt celle qui, seule dans le noir à minuit, tape son nom lentement, lettre après lettre, sur un document qui rend tout le reste insignifiant. Celle qui possède le coffret en cèdre de son grand-père, son numéro de téléphone, et toute l'attention de son avocat depuis 30 ans. Le genre de personne qui a appris, grâce à un homme qui découpait des coupons de réduction, conduisait une vieille Honda, et concevait des ponts encore debout. Aujourd'hui, que la chose la plus importante que l'on puisse construire est celle que l'on bâtit avant même que quiconque ne sache qu'on la prépare. Marc a dit quelque chose, mais je ne m'en souviens pas. Cela n'avait aucune importance à mes yeux. Skylar fixait la table. J'ai repris mon téléphone, j'ai raccroché, et j'ai dit « Merci, David ». Puis, je me suis levé, je me suis versé un peu plus de jus d'orange, et je me suis rassise. Le dossier était toujours sur la table, entre nous. Personne n'y a touché. Les lendemains de crise sont toujours plus calmes que ceux que l'on imagine. L'enquête du Conseil de discipline de Pennsylvanie concernant Lance Briggs a duré 8 mois. David m'a envoyé le rapport d'étape en septembre. Un nouveau blâme, une formation d'éthique obligatoire, et une période de mise à l'épreuve. De 6 mois pour sa licence d'avocat. Pas de radiation. Pas encore. Mais c'était le 3e avertissement sur un dossier qui en comptait déjà 2, et selon l'avis professionnel de David,
ce troisième faux pas serait celui qui lui coûterait définitivement sa licence. Il recommencera, m'a dit David. Les gens comme Lance Briggs recommencent. Toujours. Le conseil de discipline le sait parfaitement. Il le surveille de près, désormais. Marc et ma mère ne se sont pas mariés. Je ne sais pas exactement pourquoi, et je n'ai eu aucune information directe à ce sujet. Tout ce que je sais, c'est qu'au printemps suivant, sa voiture n'était plus garée dans l'allée, et ma mère avait cessé de parler du mariage au présent. Skylar est entrée à Bucknell à l'automne. C'est son père qui a payé, probablement, à moins qu'elle n'ait obtenu des prêts. Ou trouvé une autre solution dont je n'ai pas fait partie. Ma mère et moi vivons aujourd'hui dans une distance bien particulière. Ce n'est pas de l'hostilité, ce n'est pas non plus de la chaleur, mais plutôt un entre-deux qui n'a pas de nom précis. C'est la reconnaissance, mutuelle, que nous nous comprenons différemment désormais, et que cette compréhension exige de s'adapter. Elle n'a plus jamais fait allusion au dossier, et je ne l'ai pas mentionné non plus.